Bienvenue, chers participants, et merci de nous rejoindre du monde entier afin de célébrer la Journée mondiale de l'agrément. L'agrément a un rôle unique à jouer en termes de soins de santé et de qualité, particulièrement alors même que le changement climatique se ressent de façon plus intense dans le monde entier. Et cela aide les dirigeants à centrer leurs efforts afin de fournir des cadres de qualité, de mettre en œuvre, de déployer les bonnes actions qui permettent la durabilité face au changement climatique. Bienvenue, je suis John McGraw, je suis vice-président exécutif de produits et nouvelles affaires chez Agrément Canada et je voudrais commencer aujourd'hui par une reconnaissance du territoire afin de reconnaître l'endroit où nous nous trouvons. Aujourd'hui, nous reconnaissons l'importance du territoire sur lequel nous nous trouvons. Agrément Canada est à ses bureaux à Ottawa, qui est sur le territoire non cédé traditionnel des Algonquins Anishinaabe. Et je voudrais exprimer mon respect, mon humilité, ma gratitude envers les peuples autochtones qui ont pris soin de ces territoires depuis des générations. Je voudrais parler un peu d'Agrément Canada. Je voudrais vous présenter notre mission, notre vision, pourquoi nous travaillons. Et je voudrais parler également des thèmes de partenariat, résilience climatique et expliquer pourquoi l'accréditation en santé est si importante, l'agrément en santé. Les soins aux patients, c'est quelque chose qui est essentiel et la résilience des soins, cela rejoint les soins parce qu'un système doit être résilient face aux perturbations qui le secouent et nous devons nous préparer à des événements extrêmes et à toutes les situations. Et à l'heure actuelle, nous faisons face à des événements extrêmes, urgents ou non urgents. Donc, nous nous centrons sur la résilience dans l'agrément parce que ça nous permet de nous préparer pour les urgences. Cela nous préparait de travailler à l'atténuation et de réagir plus rapidement afin d'avoir un impact modéré. Et ces urgences peuvent être liées au climat, au conflit. Ça peut être le résultat de catastrophes naturelles ou de catastrophes résultant de l'activité humaine. Et cela peut affecter les chaînes d'approvisionnement, la santé, toutes sortes d'éléments qui peuvent être affectés. C'est l'été, presque l'été, dans l'hémisphère nord. Donc, à l'heure actuelle, c'est plutôt la chaleur qui nous préoccupe afin de réfléchir à ce que l'on peut faire en termes d'agrément et quels sont les outils dont on dispose afin de pouvoir atténuer un certain nombre des difficultés que cela peut poser. Aujourd'hui, nous faisons partie d'une communauté. Beaucoup d'entre vous nous ont rejoints le 28 avril à Montréal pour le Forum interrégional pour un système de santé durable. On a parlé notamment d'agréments et des outils que nous avons. Notre nouveau PDG, Frédéric Abigel, regrette de ne pas pouvoir se joindre à nous aujourd'hui, mais il tenait vraiment à participer. Il a donc préparé une courte vidéo pour nous aider à démarrer. On va commencer donc avec ça. Bonjour. Une dynamique puissante traverse le secteur de la santé avec des organisations qui se rassemblent afin de mener des actions qui ont un impact sur le changement climatique et la durabilité. Merci d'être avec nous aujourd'hui. Merci de faire partie de cette communauté croissante qui cherche à fournir des soins de qualité et des systèmes qui sont résilients à long terme. Je ne peux malheureusement pas être avec vous aujourd'hui, mais je suis ravie de vous accueillir virtuellement à ce webinaire qui célèbre la Journée mondiale de l'agrément.
Cette conversation s'appuie sur le dialogue que nous avons eu en avril au Forum interrégional pour un système de santé durable à Montréal. Les dirigeants en santé de tout le pays se sont rassemblés. On sait que le changement climatique ajoute un niveau de pression, pose de nouvelles difficultés dans les systèmes de santé. Et un message qui est ressorti très clairement, c'est que on a besoin de changement, mais que cela signifie qu'il faut changer de paradigme c'est un travail qui commence en comprenant où l'on se trouve dans son parcours d'action climatique. La résilience climatique est essentielle à cet égard et il s'agit de réduire, pour la santé, il s'agit de réduire l'impact et de se remettre plus rapidement des événements climatiques. C'est pourquoi la gestion des urgences et des catastrophes est essentielle. Chez Agrément Canada, nous pensons que nous avons un rôle vital à jouer pour aider nos systèmes de santé à améliorer leurs capacités. Nous aidons les organisations à créer des feuilles de route. Nous favorisons les communautés qui peuvent partager ce qui fonctionne et ce qu'elles apprennent et nous alignons nos programmes pour soutenir un progrès réel. Aujourd'hui, vous allez entendre parler de euh, résilience climatique, d'évaluation de maturité qui est essentielle afin de savoir ce que l'on peut faire avec ce qui existe. Et il y a un principe important, l'action climatique, ce n'est pas quelque chose qui est séparé, c'est vraiment intégré à notre travail, la préparation aux situations d'urgence, la santé axée sur la valeur et l'atténuation face au changement climatique. Cela permet d'améliorer les résultats pour les patients et notre travail. Et à cet égard, Agrément Canada permet de favoriser l'innovation, la santé axée sur la valeur, tout en favorisant des systèmes qui sont résilients face au climat. Je voudrais remercier nos orateurs aujourd'hui de nous faire partager leurs éclairages et je vous remercie, vous tous, d'être avec nous aujourd'hui. Ensemble, nous pouvons construire une communauté plus forte, plus connectée. Nous pouvons nous engager à faire avancer les soins de santé et la durabilité pour l'avenir. Merci beaucoup. Un très beau message de la part de Frédéric et comme il l'a dit, la qualité de soins de santé, la résilience des soins de santé, et tout ça s'appuie sur la construction d'une communauté et la communauté est essentielle lorsqu'il s'agit de faire le travail qui est nécessaire pour mettre en place des systèmes voir l'impact de ces systèmes. Pas seulement un système qui fonctionne lorsque tout fonctionne bien, mais lorsqu'il y a des pressions, justement. Alors, on a rassemblé un certain nombre d'intervenants aujourd'hui qui vont vous parler de leur expérience. Nous sommes ravis d'accueillir Chris Johnson, dans nos webinaires et dans tout ce que nous faisons, les patients sont au centre, hein. Et c'est ça qui est essentiel lorsqu'on prodigue des soins. Et on est ravi d'accueillir Chris, qui est patiente partenaire basée sur l'île de Vancouver et qui possède une expérience dans les domaines des soins de santé, de la gestion des urgences et de l'amélioration de la qualité. Depuis 2018, il contribue à la recherche, à la gouvernance, à l'informatique de santé et l'intelligence artificielle et soutient désormais la norme nationale sur la résilience climatique et la gestion des urgences et des catastrophes. On est vraiment ravis d'avoir Chris avec nous aujourd'hui. Ensuite, nous avons Dr. Courtney Howard, qui est médecin urgentiste à Yellowknife, professeur agrégé clinique à l'Université de Calgary et présidente de la Global Climate and Health Alliance. Elle est fondatrice de POWER, Planetary Health Organizations for Wellbeing, Equity and Regeneration. Elle a dirigé la feuille de route pour la santé planétaire et les systèmes de santé durable qui a été approuvée par toutes les facultés de médecine canadiennes. C'est une experte de renommée internationale en matière de climat et de santé. Elle fait progresser les soins résilients au changement climatique par le biais de la pratique de première ligne, de la recherche, de politique et du leadership systémique. Elle est présidente élue de l'Association médicale canadienne. Ensuite, nous avons Dr. Miles Surgent, qui est médecin de famille, défenseur de l'environnement. Il occupe le poste de directeur général de la Coalition canadienne pour des soins de santé verts, fort de plus de 25 ans d'expérience auprès des populations vulnérables et à la tête d'initiatives visant à intégrer l'action climatique dans les systèmes de santé.
Et enfin, nous avons Judith Egenbrod, qui est responsable principale des programmes pour l'équité en matière de soins de santé à la Health Standards Organization, l'organisation des normes de santé, qui est une filiale d'Agrément Canada. Elle dirige les efforts interdisciplinaires visant à renforcer les systèmes de santé et à promouvoir des soins de qualité. Forte d'une formation en santé autochtone, en sciences de l'environnement et en recherche en santé publique, Judith apporte une riche expertise en matière de prise de décision fondée sur des données probantes et l'élaboration de programmes axés sur l'équité. On est vraiment ravis d'avoir tous ces intervenants aujourd'hui et pour certains d'entre vous, ce ne sera pas une surprise. Nous allons parler de chaleur puisque nous sommes au Canada, mais il y aura des points de vue très intéressants de la part de chacun de nos intervenants. Alors, quelques éléments d'organisation, quelques points de logistique. Au bas de votre écran Zoom, vous pouvez sélectionner votre langue de prédilection, anglais ou français. Nous vous offrons une interprétation simultanée en français des présentations en anglais. L'enregistrement de ce webinaire sera mis à disposition. Pendant la session, veuillez utiliser la fonction clavardage sur votre écran pour partager vos réflexions et vous pouvez utiliser la fonction questions-réponses pour poser une question spécifique ou faire des suggestions sur les thèmes que vous aimeriez voir abordés à l'avenir. Alors, quels sont les objectifs et le contexte pour aujourd'hui? Aujourd'hui, on va se centrer sur ce que les responsables de la santé peuvent faire pour améliorer la qualité des soins et renforcer l'action climatique. L'agrément offre un cadre fiable pour choisir les bonnes innovations vertes et améliorer les résultats. Cette innovation verte, ça peut être ça peut améliorer les coûts d'atténuation des dommages, ça peut être meilleur pour les soins des patients. Et nous introduisons euh, un nouvel outil de résilience climatique, une nouvelle norme. On annonce une nouvelle norme de gestion des urgences et des catastrophes climatiques qui va aider les organisations à renforcer leur capacité d'adaptation et leur résilience. Dans ce contexte, je suis ravie d'accueillir nos intervenants pour discuter de la manière dont l'agrément peut stimuler l'action climatique et la résilience, partager les enseignements tirés de différentes initiatives et peut-être, plus important encore, mettre en avant les opportunités de collaboration entre les systèmes de santé. Il est très important de commencer en comprenant bien le point de vue des patients et leur parcours. Et nous avons à cet égard Chris Johnson, qui est patient partenaire et qui va parler de leur parcours dans un environnement touché par la chaleur, ce qui s'applique à beaucoup d'entre nous dans le monde. Chris, c'est à vous. Merci, John. Je suis Chris. Je suis immigrante irlandaise et j'ai la chance de vivre et d'être bénévole sur le territoire ancestral des Salish, des peuples Salish du littoral. Je suis sur l'île de Vancouver à Victoria, en Colombie-Britannique. Je suis née en Irlande avec 9 frères et sœurs dont beaucoup étaient nés prématurés. Mes parents étaient des travailleurs résilients. Ils ont réussi à élever des enfants qui avaient des problèmes de santé. Ils ont réussi à faire en sorte que leur travail paye. Et au cours de la récession des années 80 et 90, beaucoup d'Irlandais ont émigré à l'étranger. Et moi, je me souviens que lorsque je vivais en Irlande, et ce qui me manque, hein, c'est la pluie. On parle beaucoup de météo, mais il faut savoir que la pluie, c'est un bien essentiel dont dépendent les agriculteurs. Mais je me souviens pas qu'on parlait beaucoup de climat néanmoins à l'heure actuelle. Lorsque ça a été mon tour d'émigrer, je suis allée à Guernesey, qui est une petite île anglo-normande entre la France et l'Angleterre, avec un climat un petit peu plus chaud, un petit peu plus sec, beaucoup de brouillard. On parlait beaucoup de tourisme, de transport, et on était souvent impacté par ce brouillard. Le climat
était quelque chose dont on parlait à la télé, à la radio, mais ce n'était pas forcément quelque chose dont on parlait entre nous. C'est à Guernesey que j'ai rencontré mon partenaire et on a commencé à parler d'aller au Canada. Et en 2005, on a émigré en Colombie-Britannique. On s'est installé sur l'île de Vancouver. Malgré euh, le fait qu'on a subi des fortes chutes de neige lors de notre premier hiver, le temps était quand même bien meilleur que là d'où on venait et on a commencé à noter une amélioration dans l'asthme de mon partenaire. L'action climatique commençait à gagner en dynamique, mais ce n'est pas avant la dernière décennie que le climat est devenu vraiment un problème. En 2013, on a commencé à se pencher sur les fumées des feux de forêt qui nous arrivaient de Colombie-Britannique ou de l'État de Washington. Mon partenaire aime marcher 10 à 12 kilomètres par jour, mais ces épisodes de fumée ne pouvaient plus être ignorés et il a fallu faire attention au moment de la journée où faisait ses marches. Parfois, il ne pouvait pas marcher pendant plusieurs jours d'affilée à cause de la fumée. L'information dont on avait besoin pour coordonner ça n'était pas facile à trouver et elle n'était pas ciblée vis-à-vis des gens qui voulaient essayer de continuer à faire du sport tout en se protégeant. Quelques années après, on a décidé d'aller visiter et voir des amis. On a pris la voiture. Au début, le ciel était clair, mais plus on allait vers l'est, plus la fumée commençait à s'épaissir. On s'est arrêté, on s'est demandé s'il fallait annuler notre visite à nos amis. Et notre ami nous a appelé à ce moment-là. Son mari souffre de BPCO et son état avait empiré à cause de la fumée. Ils avaient décidé de partir et d'aller chez leur fille pour se protéger. Donc on a fait demi-tour et avant que les services d'évacuation ne n'interviennent et bien avant la communication officielle, les gens devaient prendre des décisions et quitter l'endroit où ils vivaient pour se protéger. Il y a quelques années, je n'ai pas hésité à être bénévole en tant que patient partenaire afin de travailler sur la norme de gestion des urgences et des catastrophes. On s'est rendu compte que les températures élevées devenaient la norme pendant les mois d'été. Nous vivons dans un petit appartement qui prend la chaleur et qui aggrave les problèmes tels que les maux de tête, la désorientation, la confusion, les vertiges, la fatigue. Et on n'a pas forcément d'endroit pour pouvoir faire une pause fraîcheur. Donc, on a pris un petit climatiseur portable pour avoir un endroit un peu frais dans l'appartement, mais je me rends bien compte que c'est une contradiction parce que l'air conditionné, la climatisation ne fait qu'aggraver le problème de changement climatique. Et avec la pandémie, évidemment, le climat est devenu un sujet encore plus important puisque le changement climatique a à- le changement climatique contribue aux pandémies en rendant les parasites et les éléments pathogènes plus faciles à disséminer à travers les parasites ou l'air. Moi, je vis à la campagne et je me suis dit que j'étais peut-être plus protégée que dans un milieu urbain. Et on s'est rendu compte néanmoins que qu'on voulait, qu'on manquait d'informations et notamment sur la gestion de l'eau. Moi, j'ai communiqué avec mes parents pour m'assurer qu'ils puissent avoir accès à une eau de qualité. Ma mère commençait à avoir des problèmes d'estomac récurrents. Je me suis demandé si ça pouvait être lié à un projet, lié à l'eau courante qui était en cours à côté d'elle. Euh, Ensuite, mon père, on lui a diagnostiqué un cancer. Le diagnostic avait été retardé par la pandémie et par les problèmes liés. Il est mort quelques mois après, mais les symptômes de ma mère ont continué. On lui a dit que c'était l'anxiété, la dépression, son deuil, même si les symptômes avaient commencé bien avant la mort de mon père. Donc j'ai voulu en savoir plus et j'ai trouvé un projet
liées à la qualité de l'eau. Et je me suis rendu compte qu'il y avait un parasite qui était dans l'eau, qui pouvait causer de la fièvre, de la nausée, la diarrhée, qui était dangereux pour les très jeunes et les plus âgés, et euh, qui proliférait lorsque les températures étaient élevées. C'était quelque chose qui venait des sols agricoles et qui avait commencé à contaminer les eaux souterraines. Cela a confirmé que ce cryptospélium était responsable des problèmes de ma mère. Elle a souffert ensuite d'une chute, mais elle était trop fragile pour pouvoir s'en remettre. Et le changement climatique, je pense, a contribué vraiment aux difficultés connues par mes parents. Et ce problème de cryptosporadium les a empêchés a vraiment affecté leur qualité de vie pendant leurs dernières années. Donc, j'ai décidé de participer à un groupe de travail sur une nouvelle norme sur la gestion des urgences et des catastrophes, sur la résilience climatique face à la gestion des urgences et des catastrophes, parce que je pense que l'impact climatique sur nos systèmes de santé est réel. Au cours des années récentes, le changement climatique, c'est quelque chose dont on parle constamment dans les journaux ou entre nous. Et malgré toutes ces conversations, on est mal préparé pour l'impact à la fois au niveau individuel et au niveau du système. Donc, je suis reconnaissante aujourd'hui de pouvoir contribuer en tant que patient partenaire pour pouvoir renforcer la résilience, la préparation de nos systèmes de santé. Et je suis contente que la journée mondiale de l'agrément puisse mettre l'accent sur ce thème afin que l'on puisse passer des paroles à l'action. Merci. Merci beaucoup, Chris, pour cette histoire euh, très émouvante. Je pense que cela souligne bien pourquoi ici à Agrément Canada, on se centre avant tout sur le point de vue des patients. Les hôpitaux ou le fait de se centrer sur un type d'établissement, ça ne permet pas d'avoir un aperçu de toutes les difficultés des systèmes de santé et si on a des meilleurs outils de communication, qu'on est mieux informé, cela peut éviter que les gens aient besoin de se rendre à l'hôpital. Et ça peut justement éviter les problèmes qui découlent des catastrophes naturelles ou, comme vous l'avez dit, des infections qui sont liées à une contamination par l'eau. En tout cas, merci beaucoup de nous avoir raconté votre histoire. Nous avons à présent Dr. Courtney Howard qui va nous parler de son expérience. Dr. Howard. Bonjour, merci à tous. Je vous parle de Yellowknife. Ma connexion Internet est un petit peu instable, donc si je disparais pendant quelques secondes, je m'en excuse par avance. Il s'agit du euh, territoire traditionnel de peuples autochtones et métis. Nous nous réchauffons très rapidement. Nous sommes à 2,5 degrés de plus que qu'il y a quelques années. Cela signifie que certains de mes patients commencent déjà à faire l'expérience de températures qui sont de 3 degrés supérieures aux températures qu'ils connaissaient lorsqu'ils sont nés, ce qui pose des problèmes de chasse, de pêche, de vie sur les territoires traditionnels. Et cela change également le paysage avec le permafrost qui disparaît par endroits. Et il y a également des problèmes de santé mentale qui sont associés à cela, un chagrin, une peine de voir son environnement familier disparaître. J'ai commencé donc à travailler à l'intersection du changement climatique et de la santé en 2009. Et ce qui s'est passé, c'est qu'au début, on s'est rendu compte qu'on n'avait aucune expertise en tant que communauté de santé. Il y avait une urgence. C'était des situations d'urgence qui n'avaient pas été bien enseignées à l'école de médecine. Moi, ce que j'ai bien compris, c'est que je me rendais au travail tous les jours et en tant que médecin, je devais ressusciter les systèmes d'adaptation complexes qui nous tiennent debout. On sait que le cœur a un impact sur le poumon, qui a un impact sur le reste. Et il faut se considérer comme un système si on veut être en bonne santé.
Alors, quels éléments sont essentiels à la stabilité du système planétaire, notre système et le système planétaire? À présent, on considère le système planétaire de la façon suivante. On veut comprendre les limites planétaires qui sont le lieu où le système planétaire passe de stable à instable. Et malheureusement, le système planétaire dans son ensemble est semi-stable, je dirais, à moitié stable. On est sorti de, de la zone de stabilité, notamment due au changement climatique, et on a réussi à améliorer les choses que sur un point qui est l'ozone, ce qui est quand même encourageant parce qu'il y a eu un objectif clair avec une coordination de toute la communauté internationale, avec également le secteur industriel, et c'est encourageant. Mais ce que je voulais dire, c'est qu'on commence à voir des changements réels liés au changement climatique, les canicules par exemple, et c'est quelque chose que l'on constate là où je travaille, et voilà l'endroit où je travaille. Ce que l'on constate, c'est que alors que les fondations écologiques de toute notre civilisation et nos systèmes de santé deviennent instables, on voit de nouveaux types de patients, des maladies liées à la chaleur qui augmentent dans le monde entier et qui peut la fumée des feux de forêt peut aggraver, exacerber les maladies cardiovasculaires, les maladies pulmonaires, ce qui va avoir un impact sur la coordination et les maladies neurodégénératives, les naissances prématurées. L'évacuation face aux feux de forêt va être liée à de l'anxiété, du syndrome de stress post-traumatique. Et en tant que lorsque les personnes qui sont malades se déplacent à cause de changements d'habitat, elles se rapprochent d'autres, ce qui rend plus probable la transmission des maladies. Ensuite, il y a la malnutrition qui est un des problèmes les plus sévères, un des risques les plus importants du changement climatique, notamment la malnutrition pédiatrique sur laquelle j'ai travaillé lorsque je travaillais à Djibouti. Et puis, il y a également tout ce qui est lié aux conflits et aux migrations. Nous devons comprendre qu'il ne s'agit pas simplement d'un problème environnemental. L'environnement, ce n'est pas quelque chose qui existe à part, à l'extérieur des hôpitaux, c'est vraiment la base de ce que nous faisons. Et tout ce que nous faisons dépend d'une fondation, d'une base écologique, d'une base sociale. Nous devons les chaînes d'approvisionnement, nous avons besoin d'écoles, nous avons besoin que les gens puissent se rendre au travail. Et tout ça est déstabilisés par les problèmes environnementaux. Donc, on a de plus en plus de patients, mais notre capacité à opérer est menacée. C'est lié à la chaleur, problème de qualité de l'air dans nos hôpitaux. On a des patients qui essayent de lutter contre des maladies respiratoires malgré les problèmes de microparticules que l'on a connus la semaine dernière. Donc, quel que soit le problème que l'on essaye de traiter en santé, euh, on ne peut pas établir de priorité. Tout est une priorité. J'ai mis à gauche les priorités qui sont peut-être liées au Canada et je suis vraiment reconnaissante envers Agrément Canada euh, pour le travail qu'ils font à cet égard. Vous voyez ici, parfois les gens me disent euh, ceci n'est pas une priorité, ça n'a rien à voir avec le changement climatique, mais tout est lié au changement climatique et tout est une priorité. Malheureusement, on a beaucoup d'expérience avec cela ici dans le Nord. En 2014, on a eu deux gros feux de forêt qui ont doublé, plus que doublé les visites aux urgences pour des problèmes d'asthme.
Ça pose également des problèmes de concentration, on a du mal à dormir, et donc ça a un impact essentiel sur la population, particulièrement s'ils essayent de rester actifs, comme l'a dit Chris, parce que en général, on dit aux gens de rester à l'intérieur et de fermer les fenêtres, mais on ne peut pas faire du sport à la maison constamment. Et il faut que les soins de santé fassent partie de la solution. Donc on parle de résilience climatique ici, mais il faut dire également qu'il y a la possibilité également de faire baisser nos émissions de gaz à effet de serre. On sait que 4,9% des émissions de gaz à effet de serre mondiales sont liées aux soins de santé. Il faut qu'on décarbone la chaîne d'approvisionnement. On peut le faire parce que on a 10%, on est responsable de 10% des approvisionnements dans le monde. Donc on a une capacité d'action et on peut s'adapter. Heureusement, on commence à agir au niveau mondial à la COP 26 et il y a 52 pays qui ont signé en faveur de la résilience climatique. On est à présent à 100 pays. Merci à tous ceux qui sont en ligne et qui ont contribué à ce mouvement essentiel. Et à la COP 28, on a eu 49 ministres de la Santé qui ont mis en place un plan initial. Et ce sont des normes internationales qui peuvent ensuite servir d'inspiration dans les pays. Donc, on a ramené ça au Canada avec la déclaration des institutions universitaires sur la santé planétaire. On a mis en place une feuille de route qui a été mentionnée précédemment. Donc, on fait des progrès, mais néanmoins, le système planétaire devient de plus en plus instable. Ça va plus vite que nous. Donc, il faut accélérer nos efforts. C'est malheureusement mon hôpital qui a évacué en 2023. On a cette feuille de route qui a été mise en place et on a eu une réunion sénatoriale récemment au Canada avec des gens de premier plan qui étaient là et des décisionnaires qui étaient là. On a Joan Rockstrom qui a fait une présentation au Sénat canadien. Et ce qui était alarmant, c'est que on est au-delà de plus 1,5 degré de l'accord de Paris, ce qui n'est pas bon. On commence à arriver vers le point de bascule. On ne sait pas en fait ce qui va se passer. On voit des impacts beaucoup plus rapides que ce que l'on avait prévu. Il faut donc commencer à passer d'efficacité à la résilience, construire des protections afin d'être prêt face à ce qui va se passer. Alors, en même temps, c'est vrai que tout ça fait peur, mais c'est normal hein, d'avoir peur, comme face aux mauvaises nouvelles, Ebola et les autres maladies contagieuses. Il faut que les dirigeants gèrent leurs émotions pour faire des euh, projets concrets. Et je remercie Agrément Canada pour leur travail parce que lorsqu'on regarde nationalement les leviers que l'on a, on voit qu'il y a notamment les normes d'agrément qui sont là. J'ai eu l'honneur de faire partie d'un comité technique pour la norme de gestion des urgences et des catastrophes et je pense qu'on va devoir avancer rapidement afin de pouvoir faire avancer les choses. On va le faire via la création d'un centre de ressources national. Je voudrais remercier John pour son travail parce que ces normes fortes, rigoureuses, nous aident à apprendre ce que nous devons faire pour la sécurité de nos patients. Merci beaucoup. Merci beaucoup, Courtney. Je pense que on a entendu le point de vue des patients, mais également du personnel et des hôpitaux. On a parlé de chaîne d'approvisionnement qui a un impact sur les choix que nous faisons et qui a un impact. Nous avons dit également qu'il s'agissait d'un problème mondial. On se rassemblait pour le traiter et que l'agrément permet, est un cadre qui permet d'atteindre certains de nos objectifs. Merci beaucoup, hein. On sert les patients, mais également nos personnels, les personnels de santé dans les situations d'urgence.
À présent, nous avons Dr. Miles Sargent. On passe d'un point de vue du Canada du Nord à un point de vue urbain. Miles, on est ravi de vous donner la parole. Merci John, merci Courtney, merci à Agrément Canada de m'avoir invité aujourd'hui. Merci d'organiser cet événement. Merci à ceux qui sont avec nous aujourd'hui. Je voudrais commencer en disant qu'il y a de nombreuses solutions. Je vais revenir d'abord sur les problèmes, mais il y a beaucoup de solutions. Nous avons un problème de chaleur au Canada. La chaleur, c'est la cause numéro un de morts liées au changement climatique. Les groupes vulnérables, notamment les plus âgés et ceux qui ont des maladies physiques chroniques ou des maladies mentales chroniques, sont vulnérables. Et on n'est pas aussi avancé que certains pays, mais nos communautés ne sont pas préparées. Radio-Canada a fait une analyse démographique des températures euh, euh, au sol dans les villes canadiennes. On voit ici Hamilton, qui est ma ville et qui est une des 5 villes les plus chaudes du Canada. Je travaille également avec les populations les plus pauvres de la ville et vous voyez qu'il y a une relation claire entre la fortune et la chaleur. Mes patients vivent dans les villes qui sont les plus chaudes dans les zones qui sont les plus chaudes de la ville. On les voit ici en haut à gauche et elles ont souvent des problèmes de santé physique et mentale. On voit ici une image Google d'une zone de Hamilton. Je pourrais vous en montrer beaucoup. Notre couverture d'arbres est très basse dans le centre-ville de Hamilton. Et vous imaginez bien que cette zone, hein, c'est ce qu'on appelle un îlot de chaleur avec beaucoup de béton et très peu de végétation. Il s'agit d'une zone qui est également en risque d'inondation parce que l'eau n'est pas absorbée et il y a peu de filtration de l'air par la végétation. Autre problème, où est-ce que les enfants peuvent jouer dans ces zones? On a besoin de solutions axées sur la nature. Moi, j'ai commencé un programme de plantation d'arbres il y a 14 ans. On a fait environ 100 plantations mais on a l'impression que c'est une goutte d'eau dans l'océan. Comment faire en sorte que les populations soient en santé et n'aient pas besoin d'aller aux urgences pendant un événement climatique? Pour résoudre ce problème, il faut se centrer à la fois sur l'atténuation et la résilience. Nous devons décarboner rapidement afin que les températures du globe ne montent pas davantage. Et il faut également se préparer pour tous les risques climatiques que nous connaissons déjà. Je vais commencer par l'atténuation. On a créé un arbre fruitier bas carbone qui est à la fois pour les cliniciens. Il s'agit de, théoriquement, des hôpitaux du Canada. Les fruits, c'est ce que vous pouvez ramener chez vous dans votre hôpital. Les fruits oranges vont permettre la réduction des émissions de CO2. On a également les coûts à gauche. Tout en haut, ce sont les bâtiments carboneutres. La prescription de médicaments, c'est bon pour les patients. Moi, je travaille dans un hôpital qui traite des maladies chroniques et nos patients, parfois, prennent 19 médicaments différents en faisant diminuer de 5% le nombre de médicaments que prennent les patients. On permet de réduire les coûts pour les hôpitaux et également le CO2. Et donc, c'est un fruit orange, par exemple. Il y a 20 fruits sur l'arbre que je vous ai montré, mais il y a de nombreuses choses à faire. Ici, on a un atlas des solutions que l'on est en train de créer dans notre groupe. Il s'agit d'un catalogue fondé sur des données probantes et avec des solutions climatiques pour les systèmes de santé à travers le monde. On doit tous travailler à cela ensemble. Il y a
évidemment, pour les solutions climatiques, les dirigeants, la politique doit être impliquée, mais vos euh, directeurs également ont un rôle à jouer. On travaille depuis plusieurs années avec un centre britannique, le Center for Sustainable Healthcare, qui essaye de motiver les apprenants pour qu'ils s'engagent dans la lutte pour la résilience. Alors justement, la résilience, il faut protéger nos populations dès maintenant, dès aujourd'hui. Pourquoi? Parce qu'il s'agit d'un problème de santé. Voici certains des problèmes de santé liés au climat que l'on rencontre dans le Canada. Euh, Voici quelque chose une carte créée par Courtney, justement, que l'on vient d'entendre, avec les maladies liées aux ouragans, l'érosion du littoral et autres. On passe beaucoup de temps à travailler sur la création d'hôpitaux verts idéaux. C'est quelque chose qui est entouré ici, mais en temps de crise, il faut aller au-delà de nos murs. On a ici une vue d'une communauté verte idéale. Il y a un certain nombre de secteurs ici, l'alimentation, l'énergie, le transport, hein, également les cliniques communautaires, la pharmacie, les centres de soins à long terme ou à domicile. Et il faut regarder ce qui existe dans vos communautés. Est-ce que les soignants éduquent les patients? Est-ce que les services de santé sont adéquats? Est-ce qu'on a accès à des centres de rafraîchissement pour des pauses fraîcheurs? Est-ce que les hôpitaux travaillent avec les populations les plus vulnérables? Il y a beaucoup de questions à se poser. Et une fois encore, il y a beaucoup de solutions. Voici une solution basée sur la communauté sur laquelle on travaille. Il s'agit d'un projet santé-chaleur hein, qui est fondé par euh, qui est financé par nos partenaires. Il s'agit de savoir quoi faire pendant les périodes de canicule. Il y a des solutions individuelles, accès à l'eau, accès à des centres fraîcheurs, mais il y a également des solutions pour les bâtiments, des volets ou bien planter plus d'arbres. Et puis il y a des solutions au niveau politique, notamment la santé, l'éducation à la santé et des solutions qui viennent du politique. Ici, on a notre approche action climatique que je vais détailler un peu. Ça a été créé par Agrément Canada. Il s'agit d'abord de collaboration, de mesures et ensuite de normes. Êtes-vous préparé et que pouvez-vous faire au cours de la prochaine année? C'est quelque chose qui va être reflété dans une nouvelle carte qui va sortir le mois prochain. Je vais passer la parole à présent à Judith. Merci, Mars. Je dirais que ce qu'on peut retenir, c'est qu'on a parlé du rural, on a parlé des zones très éloignées, de l'urbain également, avec les problèmes liés à la chaleur, les parasites, la fumée, l'eau. Tous ces paramètres, ce sont des difficultés que tous les pays du monde rencontrent. On a ici un microcosme de ce qui se passe dans le monde entier. Donc je pense que vraiment, d'un point de vue agrément, il faut réfléchir, comme l'a dit Mars, à ce que l'on peut faire d'un point de vue vert. Et c'est ce qu'on fait ici chez Agrément Canada en réfléchissant non pas seulement euh, à l'agrément en santé uniquement, mais en essayant de réfléchir à la résilience. Comme l'a dit Miles, si on a par exemple des gens qui viennent à l'hôpital et qui prennent 19 médicaments différents, on a des actions à prendre. C'est un problème de santé, mais c'est également un problème d'environnement, c'est un problème de chaîne d'approvisionnement. Et lorsqu'on a par exemple un problème de catastrophe, d'un gros événement climatique, si ces médicaments ne sont plus disponibles, ça va poser des problèmes. Donc, déprescrire, ça peut aider également. Mais pour prendre ces décisions et pour savoir quels sont les projets sur lesquels on peut s'impliquer, on va écouter Judith de Agrément Canada qui va nous donner son point de vue et nous expliquer ce que l'on peut faire. Judith.
Merci beaucoup, John. Merci à tous d'être avec nous. Je voudrais revenir sur ce qui a été dit par Matt. En janvier 2025, Agrément Canada a fait sa déclaration sur l'action climatique avec des partenaires. Ils nous ont aidés à développer un programme d'action climatique qui permet de mettre en place des normes, des leviers qui vont avoir un impact sur nos systèmes via l'agrément. Le programme d'action climatique a un impact à tous les niveaux de l'organisation, les patients, les soignants, et crée des opportunités de conversation avec les patients et la communauté. Le programme aide les organisations à identifier les problèmes, à se centrer sur les priorités, à développer un cadre qui va avoir un impact en mesurant notamment ce que l'on peut faire aujourd'hui et ce que l'on peut faire à l'avenir. On a des normes, des évaluations, des données probantes qui permettent de s'appuyer sur ce que disent les experts et via la collaboration, on peut avoir un impact sur les individus et les organisations, mais également les systèmes de santé. Et comme l'ont dit les autres, il est important d'avoir ce niveau de collaboration. Le programme d'action climatique est lancé cet été avec trois éléments interconnectés. Tout d'abord, l'évaluation de maturité de l'action climatique qui va fournir un point de départ aux organisations pour évaluer là où ils en sont en termes de résilience climatique et de durabilité. Ensuite, on a le prix d'innovation qui permet de reconnaître les initiatives en matière d'action climatique et qui permet aux autres également d'apprendre du travail de chacun. On a ensuite un atelier qui rassemble les acteurs, qui permet de renforcer les capacités et d'apprendre les uns des autres sur la façon dont on peut mettre en place des projets pour améliorer la sécurité des patients et contribuer à l'action climatique. Le programme Action climatique est là pour mettre en place les priorités, mesurer les progrès année après année en faisant de petites actions qui vont s'additionner. Le programme crée un espace qui permet d'avoir des conversations sur la résilience, la durabilité climatique avec des organisations, des pairs, des partenaires qui se rassemblent dans cet espace pour apprendre les uns des autres. HSO a donc développé une norme, des normes. Nos normes sont utilisées à travers les programmes d'agrément Canada et la mise en œuvre de ces normes, c'est un premier pas pour aller vers l'amélioration. Il y a beaucoup de critères qui incluent à présent la résilience et la durabilité climatique. Le programme Action climatique fournit des outils pour suivre ce parcours et pour améliorer la qualité des soins de santé dans vos organisations. Alors, en ligne avec nos normes, nos contenus, l'évaluation de maturité touche à 11 thèmes. Comme je l'ai dit, une partie de ce travail est liée à la norme résilience climatique, gestion des urgences et des catastrophes. Vous pouvez vous inscrire si vous voulez nous donner votre avis sur cette norme. Vous avez un code QR que vous pouvez scanner. De cette manière, on peut travailler sur les priorités d'action climatique et améliorer cet outil. Et en plus de cela, ce thème s'est aligné également sur ce qui se fait sur le terrain. Alors, le programme Action climatique permet également de mesurer les progrès, déterminer sur quoi il faut se centrer et quelles sont les priorités et les besoins, afin de pouvoir faire des choix. Et c'est lié à cet arbre, ce péché que vous a montré Miles précédemment. L'évaluation de maturité action climatique a été basée sur la résilience climatique. L'idée, c'est d'avoir un outil avec 45 questions qui permettent de faire le bilan des initiatives qui sont probablement en cours, de mesurer leur impact et de donner des idées nouvelles de façon dont on peut faire avancer l'action climatique dans son organisation.
On comprend que les organisations de santé ont besoin de retour sur investissement et cet outil vous permet d'évaluer cela dans votre organisation. C'est un outil que l'on a lancé à l'été 2025 de façon pilote. On a eu des retours. On a entendu aujourd'hui hein, l'importance de travailler sur la résilience des systèmes et il nous semble que cette évaluation de maturité euh, permet de faire avancer les choses à cet égard. Alors, en plus de la coalition canadienne pour des soins de santé plus verts, on a un outil d'accélération qui prend également en compte les questions d'équité. Et ce qui est clair dans tout notre travail, c'est que la collaboration est essentielle en action climatique à travers les équipes, les patients et les familles, les établissements, les partenaires dans un système. C'est ce qui permet d'avancer. Et c'est pourquoi nous sommes ravis d'avoir autant de participants aujourd'hui qui peuvent commencer à réfléchir à ce que l'action climatique peut signifier pour eux dans leur travail. Euh, et nos intervenants ont réaffirmé qu'il y avait des solutions, des actions possibles dans le paysage canadien. Voici donc le HSO l'équipe HSO de Agrément Canada. Je voudrais les remercier pour le travail qu'ils font, notamment autour de l'évaluation de maturité. On continue d'apprendre des autres et de célébrer les actions qui sont menées, qui permettent d'avoir accès aux meilleures pratiques, à des programmes. Le programme Action climatique permet aux organisations de voir où elles en sont en utilisant l'outil d'évaluation de maturité. Ça permet d'avoir des conversations à partir de là dans l'organisation, au sein de l'organisation et avec la communauté. On peut également mesurer l'impact des actions de résilience climatique et l'impact également sur les résultats pour les patients et la qualité des soins de santé, le retour sur investissement. On peut ensuite célébrer ces succès. Donc, je vous engage vraiment à vous inscrire à ce programme. Et je redonne la parole à John. Merci beaucoup, Judith. Je remercie Judith et nos autres intervenants. L'agrément, ce n'est pas l'objectif, c'est un point d'étape. Il s'agit avant tout de rassembler les gens dans une organisation ou dans une communauté et d'obtenir de meilleurs soins de santé pour tous, quelles que soient les circonstances. Si un hôpital fonctionne bien, qu'il est stable ou s'il est sous pression pour de nombreuses raisons, quoi qu'il en soit, il faut que l'on soit prêt. Et chez Agrément Canada, nous pensons non pas seulement à l'organisation individuelle, l'hôpital, mais à la communauté dans laquelle l'hôpital se trouve. Et cette communauté, c'est également le monde dans son ensemble. Alors, ce qui est important, et qui a été mentionné par Judith et nos intervenants, c'est qu'on essaye de promouvoir ce sens de la communauté et de faire en sorte que les organisations travaillent ensemble et de fournir un cadre qui va permettre à ces organisations de travailler vers un objectif commun et d'être alignées avec les normes et l'agrément. Et l'objectif, ce sont de meilleurs soins de santé. Et c'est un parcours qui continue et sur lequel nous avons encore du travail à faire. Et je vous remercie, je vois vraiment les liens euh, avec l'agrément qui permet de travailler euh, au sein de son organisation, mais également avec les autres. Alors, à présent, on va avoir une rapide séance de questions-réponses. On a commencé avec Chris Johnson
qui a parlé du point de vue du patient. Et une question importante sur laquelle on pourrait commencer touche justement au patient. Une question qui nous est parvenue, Chris, vous en avez entendu parler, je pense, et c'est une question que tout le monde se pose. Qu'est-ce qui est souvent négligé lorsqu'on aborde le changement climatique du point de vue des patients? Merci, John. Pour moi, je pense que la clé, c'est vraiment la communication et la préparation. Particulièrement si on a quelque chose qui vient d'être diagnostiqué ou un problème qui s'aggrave, il faut être préparé parce que le changement climatique va exacerber les symptômes et peut avoir un impact sur votre guérison ou votre vie quotidienne. Et c'est pas quelque chose qu'on nous invite sur lequel on nous invite à réfléchir. Bon, je pense qu'il faut vraiment se demander quels sont les messages qu'on peut intégrer aux soins quotidiens qui peuvent permettre aux gens d'être mieux préparés, d'être au courant, que les patients se préparent, mais également les services de santé, parce que de cette manière, il y aurait moins de patients aux urgences lorsque les systèmes sont justement sous pression. Lorsqu'on pense à l'amélioration, souvent, c'est ce qu'il y a de plus basique. Se laver les mains, par exemple. On l'a entendu, on a appris ça. Et là, vous parlez de communication. Et la communication, c'est essentiel. Il faut être clair, il faut que les communications soient fréquentes avec des canaux bien identifiés. Et c'est vraiment essentiel, tout à fait. Et c'est peut-être les choses les plus simples, hein. Parfois, on complique les choses inutilement. On parle d'intelligence artificielle et autres, mais tout simplement, une meilleure communication et des avertissements, ça peut être un très bon point de départ. Alors, autre question qui se penche sur le point de vue des prestataires de soins, et on se demande comment le changement climatique affecte la prestation de soins et l'accès des patients. Mais je vais formuler les choses un petit peu différemment pour Dr. Courtney Howard. On a parlé de cette question-là, mais on peut peut-être poser les choses un petit peu différemment. On a parlé d'urgence dans un domaine. On va avoir un plan d'urgence, par exemple, évacuer et se déplacer. Courtney, vous pouvez peut-être nous donner des conseils lorsque on a prévu d'aller quelque part, mais que ce quelque part hein, connaît également des problèmes. Donc, il va peut-être falloir y avoir encore un autre endroit où se déplacer. Qu'est-ce qu'on peut dire à cet égard? Oui, c'est un très bon commentaire. Lorsqu'on évacue, on a dû évacuer notre hôpital tout entier. On a pris des avions militaires, on est allé à Vancouver et on est allé en Colombie-Britannique, alors même que la Colombie-Britannique venait de déclarer l'état d'urgence à cause des feux de forêt. Donc, c'est exactement ce que vous décrivez. On a évacué vers un lieu qui connaissait aussi les problèmes. Il a des conséquences pour les patients, malheureusement. On arrive en été, il faut s'assurer d'avoir des stocks de 3 mois de médicaments avec vous. Il faut s'assurer d'avoir des kits d'évacuation. La Croix-Rouge peut vous aider à savoir ce qu'il faut avoir. Il faut notamment avoir une boîte inifugée chez vous avec les passeports, les certificats de naissance de vos enfants. En tant que prestataire au niveau du système, ça veut dire également qu'il faut y avoir il faut le fait, par exemple, d'avoir des permis ou euh, des dossiers médicaux électroniques qui sont valables d'une province à une autre, parce que lorsqu'on évacue, qu'on se retrouve dans une autre province, parfois les médecins ne peuvent pas prescrire les médicaments là où les patients ont été évacués pour des problèmes bureaucratiques. Donc, pour s'assurer que on puisse avoir cette continuité des soins, il faut vraiment que ces documents soient valables dans tout le pays. Et ça fait partie des mesures que l'on peut faire. Il faut également savoir que nous, les prestataires, nous faisons également partie de la population des patients. Nous devons parfois nous devons reconnaître les difficultés
on doit se mettre du côté des patients. Et lorsqu'on évacue, il y a des problèmes de connexion, Internet, de communication. Lorsqu'on revient, il y a également des problèmes pour se réinstaller. Et je pense que l'agrément, ça peut vraiment aider parce qu'on va mettre un petit peu de pression aux gens avant que les choses ne se déclarent pour que ça se passe mieux en situation d'urgence grâce à l'agrément et à la préparation. Dr. Howard, vous avez dit que lorsqu'on peut bouger d'un endroit à un autre, c'est une chose, mais dans votre cas, les populations très vulnérables, pour les populations vulnérables, c'est le problème. Elles ne peuvent pas se déplacer vers un autre endroit. Dans un... donc là, on est dans un environnement rural, mais Dr. Miles Surgeon, vous, dans un environnement urbain, vous pouvez peut-être nous parler de ce que vous rencontrez. Oui, je pourrais dire énormément de choses. John, c'est une très bonne question. Je peux commencer en disant, je- je- par rapport à ce qu'a dit Courtney, dans les provinces du littoral, l'été dernier, il y a eu un feu, je pense, dans toutes les provinces et dans tous les territoires. On a tous connu ça. Et lorsque j'ai parlé à des gens dans les territoires du Nord-Est, Nord-Ouest, la Colombie-Britannique ou euh, la Terre-Neuve, c'est beaucoup plus réel pour eux que pour nous en Ontario. Et je crois on n'a pas encore bien réalisé. On n'a pas encore eu de dôme de chaleur. Une question que m'a posée Diane Machino, qui est une star de la résilience climatique avec laquelle je travaille beaucoup. Si on a eu un dôme de chaleur à Hamilton en Ontario, le troisième jour, on a perdu l'électricité. Je me suis dit, bon, formidable, maintenant on a deux problèmes. Mais en fait, ce n'est pas deux problèmes, c'est le même problème. Et nos systèmes d'urgence, que ce soit le téléphone, le 911 ou les appels aux ambulances ou les places aux urgences, tout ça a été débordé. On ne peut pas tous se rendre à l'hôpital. Donc il faut penser à cela en tant que communauté. Il y a des exemples au Canada, même s'il n'y en a pas beaucoup, de micro-communautés qui se rassemblent et qui se demandent qu'est-ce qu'on peut faire dans notre bâtiment, dans notre immeuble. Comment est-ce qu'on peut s'occuper les uns des autres? Par exemple, il va y avoir un vieux monsieur qui vit au rez-de-chaussée, qui ne peut pas bien se déplacer. On va aller la voir, on va se demander si elle a de l'eau, si elle peut se rafraîchir. Il faut trouver des façons, John, de gérer cela au sein de nos communautés et pas tous se rendre aux urgences. Je voudrais rapidement pivoter et apporter un peu d'optimisme. Je travaille à St. Peter's Hospital dans la zone de Hamilton. Il s'agit d'un réseau d'hôpitaux. Et avant le Covid, on a eu un feu lié à l'électricité dans une aile de l'hôpital qui nous a obligé à évacuer l'ensemble de l'hôpital, 220 lits. On l'a fait en une après-midi et tous les docteurs sont venus, même si, bah, à part un qu'on n'a pas réussi à joindre. Et on a été étonnés par notre préparation à l'urgence. Et pourtant, c'était avant la pandémie. On a réussi à déplacer les gens et à évacuer. Et on a appris beaucoup à travers la pandémie, mais il faut appliquer cela aux questions climatiques. Merci beaucoup. Merci beaucoup pour ce point de vue. Je peux dire que on a vraiment couvert de nombreuses questions et je voudrais que les gens se sentent faire partie d'une communauté et sentir qu'ils peuvent avoir un impact. C'est quelque chose que nous vivons ensemble chez Agrément Canada. On veut que les gens réussissent à améliorer les choses. Et vous tous, c'est le cas pour vous tous. Si on veut y arriver, il faut partager nos histoires, nos éclairages et agir. Et j'espère qu'on a donné des éléments qui vont permettre l'action. Donc n'hésitez pas à vous inscrire au programme Action climatique. Nous allons être partenaires avec d'autres groupes. Ce n'est que le début et je vous encourage tous à
évaluer notre webinaire aujourd'hui parce qu'à travers l'évaluation, tout comme à travers l'agrément, on peut s'améliorer. Donc, n'hésitez pas, il va y avoir un questionnaire d'évaluation du webinaire et je vous encourage tous à l'utiliser. Merci beaucoup de nous avoir rejoints, où que vous soyez dans le monde. C'est quelque chose que l'on vit tous ensemble. On parle du Canada, mais je sais que ce sont des problèmes qui se posent également dans d'autres régions du monde, peut-être de façon un peu différente, mais on est tous face à des difficultés qui sont différentes et en même temps qui sont les mêmes. Et on a besoin d'idées pour y faire face. Comme l'a dit Miles, on peut finir sur une note optimiste. Moi, je suis optimiste et lorsque je vois tout ce qu'on a entendu aujourd'hui, même simplement la connaissance qui nous permet d'être mieux préparés et qui nous donne de l'optimisme. J'espère qu'on va vous voir euh, peut-être dans les hôpitaux où vous travaillez à travers les programmes d'agrément ou autres. Très bonne journée à tous et merci beaucoup.